commerciale, par exemple. Donc vous voyez, il y a tous les cas de figure, mais c'est des gens qui animent un peu et souvent sont rattachés à la direction générale pour revoir et refont un peu de la transformation par petites touches. Moi, je pense que Sophie Penn est tout à fait cohérente avec elle-même. C'est ce qu'elle a fait dans son laboratoire de recherche. C'est absolument passionnant. Mais bon, quelle est la transposabilité à des universités moins prestigieuses? Voilà, comment est-ce que vous convainquez, vous pouvez convaincre parce que là, dans ce que vous exposez, ça paraît quand même un peu fou. Évidemment, c'est l'université, le lieu du vivre ensemble, c'est magnifique, c'est génial, tout le monde veut y croire. Mais concrètement, voilà, comment vous avez fait? Ah, moi, j'ai pas l'impression de faire de la science-fiction. J'ai l'impression d'être le porte-parole de tout le monde ici. Non? Enfin, j'ai l'impression que c'est bien ça qu'on partage. Hein. Vous vouliez... Oui, non, je voudrais rebondir un petit peu sur ta remarque générale pour la poser de façon un peu plus particulière. Vous parlez de l'unicité de la personne, puisque en général vous dites c'est une dame ou une personne face à un environnement qui est collectif. Vous évoquez insider, outsider en disant faisons rentrer les boîtes dans les universités, mais à ce moment-là vous retrouvez la logique des murs. Enfin, en fait, je ne sais pas, c'est une question que je pose, mais... Alors, une des grandes leçons de nos expériences diverses, ce qu'on vit tous en ce moment dans les universités, c'est que plus on a travaillé en virtuel, plus on a eu besoin d'être ensemble. Et en fait, nos universités ne seront peut-être plus bientôt des lieux vraiment de cours, mais des lieux de co-travail, c'est sûr. On voit bien dans les expériences de pédagogie de terrain, de pédagogie hors les murs, où on voit des profs qui embarquent des réseaux d'étudiants qui se mettent à travailler en sciences participatives, en vivant une expérience en sciences humaines. Je pense à un exemple là d'une prof qui a, avec un très petit budget, emmené ses étudiants à Berlin pour une étude de terrain sur le genre, une autre qui a construit, etc. Donc les exemples pullulent et je pense qu'il y a une proximité bien plus grande qu'avant et que la grande clé de tout ça, pour nous tous, je pense, c'est faire confiance aux étudiants. C'est l'étudiant c'est la communauté des étudiants qui pilote les universités, mais on n'est pas du tout à jour dans nos structures avec cette évidence. Là, c'est notre expérience de vie à tous, ça. La confiance dans les étudiants, là, c'est toujours un sujet qui est aussi une question. Parce que derrière cette confiance, il peut y avoir aussi des travers. Le jeunisme n'a forcément pas raison. La vérité de la science, c'est la vérité de la science. Et si tu as beau être jeune et tu es contre, tu dis que la Shoah n'a jamais existé, on entend ça dans les écoles. Comment dire que le jeunisme a raison dans cette acceptation? C'est pas de là que viendra peut-être un discours plus cohérent et plus éducatif. Donc il faut quand même aussi ne pas tomber dans l'excès de le poids des utilisateurs, c'est fondamental, mais il y a aussi ceux qui ont justement l'expérience, la pédagogie, la capacité de transmettre, qui ont leur rôle, et c'est fondamental. Donc voilà, l'université doit rester quand même le lieu de l'enseignement des maîtres. Je regrette si le jour où tu vas te faire opérer de tes coronaires, je ne sais pas si tu vas te faire opérer par un étudiant en 3e année de médecine. Tu parles de ça mes m'étonnerait. Mais je te... Qui a suivi un MOOC. Non, on parle voilà c'est pour ça que j'ai demandé à Thierry Mandon, quand j'étais encore chargé de mission à son cabinet, je lui ai dit, monsieur le ministre, vous pensez qu'avec 1000 MOOC en médecine, je vais faire des médecins? Il m'a dit, vous avez peut-être raison, Albert Claude. Donc je pense qu'il y a aussi des choses à tempérer et ne pas tomber dans une espèce d'angélisme numérique, une d'illusion numérique. Parce que vous avez parlé de la libération des datas. Moi, je ne sais pas, je ne mettrai pas mon enfant, s'il est autiste, dans une liste où on va dire autiste, et à l'école, il va être marqué à vie, et pour son emploi, etc. Et je crois qu'il y a un danger, parce que le secret de la personne, moi je suis médecin, le secret médical, c'est pas pour rien que le DMP n'existe pas véritablement aujourd'hui. Le dossier médical partagé, c'est parce que les gens ont peur. Vous dites que quelqu'un est paranoïaque, il ne trouve plus de boulot demain. Ça va être dans son dossier social. Mais aujourd'hui, Albert Claude, Google le sait avant toi que ton fils est autiste, à sa façon d'agir et de travailler et d'avoir des préférences. Oui, non, mais tout ça est dans un monde paradoxal, je suis d'accord. Je ne veux pas
mettre en avant absolument. C'est l'équilibre qu'il faut chercher. Je crois qu'il y a une dernière question, ou une avant-dernière. Perrine, à vous. Perrine de Coetlegon, donc je travaille au ministère comme expert numérique européen international. Et je voulais juste répondre à Albert Claude en attirant son attention sur les MAD skills, pour continuer à parler en anglais. Donc tout le monde connaît ici les compétences d'agilité qui vont permettre à un étudiant de s'adapter aux métiers changeants. Et dans les grandes entreprises, on considère également qu'il faut des personnes différentes qui vont venir avec leur créativité, avoir une compétence folle. Voilà, quelque chose qui est disruptif et qui va permettre de s'adapter à la fameuse loi de Moore de changement tous les 18 mois. Des communautés plurielles et non pas mono. C'est voilà, ça ce que tu veux dire. Mais ça ne représente pas la totalité des salariés d'une entreprise, ni des publics universitaires. Et il suffit effectivement d'une personne qui ait cette vision et qui puisse ensuite se faire entendre. Alors, merci beaucoup. Une question, Sophie, tu as parlé dans les référentiels que tu veux développer de la création des valeurs. Est-ce que aussi il y a, j'imagine, derrière ça, l'idée de la création de l'employabilité, de l'adaptation, parce qu'on va à l'université pour chercher des emplois, en définitive. Et on voit bien que les problèmes de l'adaptation de l'offre et de la demande n'est pas exactement ce qu'on peut espérer de mieux. Donc, je pense à un exemple de Julie Joly qui, au Centre de formation des journalistes, a créé ce qu'elle appelle l'école W, l'école des métiers qui n'existent pas. Elle pense justement que c'est dans le Living Lab qu'est son école que les nouveaux métiers de la création du contenu vont s'inventer. Et elle travaille voilà. Donc je pense que nous, avec nos étudiants, nous pouvons inventer les métiers de demain. Et quant à... Voilà. J'admire le travail que vous faites. Merci beaucoup. Juste une réaction. Yanis Eliferis de l'Université de Nice, Sofiane Dipolis encore. Par rapport aux MOOC et les médecins formés que par les MOOC, je pense que justement l'ère de l'angélisme par rapport aux MOOC est vraiment derrière nous. Ce matin encore, on a su que le CNAM, avec ses statistiques, nous dit que c'est l'hybride qui marche le mieux. Parce qu'on apprend finalement tout seul, mais toujours avec les autres. Et pour moi, c'est le présentiel qui fait vraiment la réalité des autres. Et le débat, même dans un amphi, la peer interaction, a tellement des approches qui font que finalement on arrive à apprendre. Mais il faut les deux. Je pense que la transformation du présentiel dans un présentiel virtuel est à l'heure, c'est l'essentiel, c'est le tutorat, c'est la démultiplication de l'enseignant présentiel par des personnes qui vont pouvoir prendre en charge une relation personnelle avec les difficultés des apprenants. Et on en a, nous, maintenant, ce matin, il y avait une question sur avez-vous des séries qui permettent de montrer qu'on améliore ou pas les résultats en suivant tel type de modèle présentiel ou alors un numérique assisté à distance. En général, c'est une population d'un tuteur. Ça peut être un tuteur étudiant, une phase un peu supérieure à celle de l'apprenant. Et eh bien, les résultats, dans les examens présentiels classiques, c'est-à-dire contrôlés de la même manière qu'avant, eh bien, les résultats, par exemple, sur le Master 2 de gérontologie sociale à l'Université de Caen, d'abord, on a beaucoup plus d'étudiants dans la population avec le numérique. Et en plus, donc, ils ont de bien meilleurs résultats comparés à ceux qui travaillent avec les anciennes méthodes. Donc un pourcentage vraiment très significatif, plus de 20 ou 25% de meilleurs résultats que la population qui était soumise à un modèle traditionnel. Donc là, les mutations sont en cours, c'est clair. Mais le tutorat dans les MOOC, c'est pour ça que moi j'avais imaginé, quand j'étais encore au cabinet de Geneviève, qu'on devait transformer le mot MOOC en TOOC pour tutorat. Il faut que le mot tuteur soit central, parce que la ressource MOOC est souvent, ce que j'ai dit ce matin, le b.a.-ba de la pédagogie frontale que tout le monde a critiqué. S'il n'y a pas la communauté derrière, les apprenants interactifs entre eux, etc., le MOOC, en fait, et s'il n'y a pas les tuteurs pour accompagner avec un peu plus de savoir-faire des jeunes qui ont des difficultés, eh bien, effectivement, on est dans un modèle qui se réduit, qui se restreint. Et il faut que les universités numériques de demain, celles qu'attend notre ministre, eh bien, soient celles vraiment du tutorat généralisé
les généralisations, nos jeunes qui deviennent des tuteurs, étudiants en médecine de 3e année ou de 4e année, qui enseignent dans des disciplines particulières, on les prépare, etc. D'une part, ils deviennent de meilleurs étudiants pour leur propre parcours. Ils ont une expérience pédagogique et sociale qui est passionnante, qui les motive à fond. Ils travaillent même gratuitement. Ils peuvent être un peu payés parce que la loi nous le permet, de payer les étudiants tuteurs. Et très souvent, ils se renforcent dans leur envie de poursuivre une carrière universitaire ou de recherche. Je crois que ça, c'est vraiment des acquis qui sont maintenant démontrés. Et il ne faut plus opposer le présentiel, vieille formule, avec ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire une mutation, une augmentation finalement. L'enseignement augmenté, je crois, ce n'est pas seulement la réalité virtuelle, c'est tout un ensemble qui est actuellement accessible, et c'est donc une vraie révolution. Y a-t-il d'autres questions? On va peut-être en prendre une ou deux et après on se séparera parce que demain matin, ouverture des portes à 8h30 pour être sûr d'être à 9h à la première intervention. Thierry Colac. Donc on a... Là, également d'Orange. Ouais, donc du coup, comme je ne suis pas du métier, cette question est peut-être un peu naïve, hein, donc excusez-moi à ce moment-là. Ah, c'est pour Sophie. Bon, Sophie saura répondre sans problème. On a parlé de bac-3, bac+3. On parle de formation, d'enseignement, etc. Et comme l'a dit Albert Claude, finalement, l'objectif final, c'est quand même de trouver un boulot. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas à bac+, je ne sais pas quoi, qui consiste à assurer l'orientation des élèves et à aller jusqu'au premier emploi? C'est-à-dire, avec l'outil numérique, en fait, on a dit qu'on résolvait une discontinuité entre le lycée et le supérieur, mais on s'arrête à la discontinuité suivante. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusqu'au bout, finalement? On est face à ces deux grandes questions que je n'ai pas citées, mais qui avaient été traitées avant. La question de la formation tout au long de la vie et la question de notre capacité à comprendre que là où on s'adressait à des gens de 18 à 23 ans en moyenne, on s'adresse maintenant à des espaces de temps complètement différents et où les gens devraient pouvoir revenir quand ils veulent et tout le temps à l'université d'une part. Et d'autre part, sur ces nouveaux métiers que Geneviève Fioraso avait inscrits dans la loi, si je ne me trompe pas, c'est ça, sur cette question de l'orientation, de l'insertion, où c'était même du temps de Valérie Pécresse, je suis un peu perdue là, je ne voudrais pas être injuste. Oui. Et bien là, on ne sait pas faire, et en ce moment, il y en a d'autres qui font mieux que nous sur les questions d'orientation, confère LinkedIn. Donc là, c'est un challenge pour nous qui est important, puisque ça fait partie de toute cette question des flux et de l'informatique des data, etc., sur lesquels il y a quand même urgence à se positionner, je pense, oui. Mais où peut-être la coopération avec Pôle emploi, qui est également challengée par le Boncoin et compagnie. Je pense qu'il y a des nouveaux consortiums à construire sur des grandes fonctions d'inclusion sociale et de montée en compétences. Dernière question. Oui, bonjour, Sonia Hainaut, Catch Business School. Je fais partie des aliens qui travaillent avec les enseignants et l'école pour travailler à la transformation numérique de l'école. J'avais une question qui concernait finalement... On a évoqué les tuteurs, là vous venez d'évoquer les tuteurs, je pense que c'est un sujet intéressant. Vous avez évoqué les différentes expériences que vous avez menées à l'aide des étudiants qui vous ont aussi fourni de la matière pour construire cette expérimentation-là. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez dimensionné un petit peu les dispositifs en termes de nombre de personnes ressources nécessaires? Je veux dire, les tuteurs dont vous parlez qui accompagnent le master médecine ou la gérontologie, combien sont-ils? Comment ça fonctionne? Quel budget vous y investissez? Comment est-ce qu'aujourd'hui il y a des études qui sont faites dans ce sens-là pour aider finalement les établissements à se mettre en place sur cette dynamique? Je crois qu'on est dans des économies de pénurie, on n'a pas beaucoup d'argent, on utilise des décrets qui permettent de faire travailler les étudiants comme assistants dans les bibliothèques ou dans les services TIS ou comme tuteurs. Dans la loi pour une République numérique, il y avait eu une affirmation par Axel Lemaire que de nouveaux métiers de médiateurs, de facilitateurs devaient être reconnus, à la fois pour l'inclusion sociale en général, mais aussi sur les questions de transmission de savoir. Donc c'est une question qui est posée à la société. Aujourd'hui, je pense que personne ne va chiffrer parce que je pense qu'on est quand même beaucoup plus sur du peer-to-peer teaching, sur de l'entraide, sur des systèmes informels. Il n'y a toujours pas de métier de mentor en France. Il y a eu un essor assez fort au moment de l'essor de l'enseignement en ligne dans les campus numériques selon des modèles canadiens. De mon point de vue, on n'a pas beaucoup progressé, mais il y a peut-être d'autres points de vue dans la salle.
à la question concernant le fonctionnement du tutorat dans le programme qui a été au sein d'un PIA 1, IDEFI, sur l'enseignement de la longévité. Eh bien, d'abord, on a eu des moyens liés au PIA qui nous a permis de démarrer. Mais nous, notre objectif, c'était de montrer que si le processus qu'on mettait en place pouvait devenir pérenne, c'est par le financement. Alors, on est dans le cadre de la formation continue, c'est-à-dire où les gens payent pour leurs inscriptions, sans modifier les tarifs habituels de l'enseignement présentiel. On voit qu'on augmente l'offre de participation de manière très significative. On augmente les flux d'étudiants en introduisant des masters en ligne tutorés. Un tuteur en moyenne pour 10 étudiants. Parfois, c'est ou pour 4 ou 5. Ça varie un peu. Mais on a actuellement plus de 1500 étudiants qui se sont inscrits dans ces masters en ligne. On a recruté par l'argent des inscriptions des étudiants. On peut payer ce quota de tuteurs. On a 148 tuteurs qui ont d'abord été souvent des étudiants à l'intérieur de la première vague de notre formation. On les a implémentés en matière de pédagogie inversée, etc., de rapport au tutorat. Donc on les a véritablement formés. Et ils sont maintenant considérés... Alors d'une part, pour eux, c'est une découverte d'un métier qui les passionne. Ils ne s'y attendaient pas souvent. Le plus souvent, ils disent c'est incroyable le lien humain qui se développe dans ces échanges à distance avec nos étudiants. Et ça, c'est vraiment très fort. Et on voit que le système va se pérenniser. Mais alors, on a quelques obstacles. Alors, c'est illustratif de l'administration, malheureusement. Les OPCA, vous savez, qui financent les formations continues tout au long de la vie, dans 50% des cas, refusent les dossiers de ces gens qui demandent de s'inscrire dans les formations en ligne. Parce que le système, ils disent, mais c'est pas... comment peut-on avoir la liste des signatures de la participation présentielle? Ils en sont restés à ça. Et on a beau... et les services de formation continue des universités se battent avec les OPCA. On n'arrive pas. Alors il faut peut-être le CNUM pour que tu interviennes avec la force que tu as pour modifier cet état des choses. On demande à nos étudiants à distance en Afrique de fournir leur certificat de vaccination. C'est ubu. Mon cher François, il faut faire quelque chose. Et le virus informatique était peut-être celui auquel on n'avait pas pensé. La Grande École du Numérique a essayé de s'attaquer à ça sur la question des OPCA et de l'éligibilité des formations. Eh bien, c'est pas réglé. Madame la sénatrice, on compte sur vous. Alors, je vous propose que pour clore la journée, nous ayons une ou deux questions Twitter. Ça ? Oui, effectivement, il y a... Oui, pardon, Cyril Duchamp. Cyril Duchamp, tout le monde le connaît, l'AEF. Comme vous avez pu le constater, ça s'est pas mal animé sur Twitter toute la journée. Ça va continuer certainement demain. Il y a eu un certain nombre de questions. Alors, on a eu notamment une question très précise sur le design des services numériques à l'université. Donc ça, c'est une question pour Sophie Penn. Aujourd'hui, c'est quelle est la réalité de cette approche par design au niveau des services en place et quel est le niveau de mutualisation de ces pratiques? Ça démarre ou il y a quand même déjà un peu de... Ça démarre, il y a un discours sur le design en France. Dans la réalité, quand on cherche des intervenants, c'est compliqué parce qu'il y a des effets de chapelle. Il y a eu, sous l'égide d'Arnaud Montebourg, une mission design qui visait... on a le grand exemple en France de la 27e région et des laboratoires d'innovation publique pour la transformation des administrations. Du côté du gouvernement, il y a le SGMAP et la question, on pourrait dire, modernisation ou nouveau design des services de l'État, bien au-delà de l'administration universitaire. Je pense qu'on est sur des prototypes, sur des démonstrateurs, et que ce qu'on essaie d'impulser d'ailleurs avec et autour de Thierry Mandon fait partie quand même des premières démarches organisées, affirmées, revendiquées dans ce sens. Donc c'est pourquoi on y attache une importance particulière. Ok, puis on a identifié deux questions qui sont très larges. Je pense qu'on reviendra dessus demain.
finalement qui correspondent à une interrogation, c'est est-ce que les promesses ont été tenues? La première question concerne les UNT, on en a parlé tout à l'heure lors de la table ronde, c'est de savoir si finalement, est-ce qu'elles ont été un moteur ou un frein à l'appropriation numérique par les enseignants? La question est posée de manière un peu brutale, mais ça a le mérite de la clarté. Et la deuxième question, elle est un petit peu dans cet ordre-là, au niveau des MOOCs. C'est un rappel historique, mais enfin pas seulement historique, parce qu'il y a des références Fioraso 2014, Stranes 2015, sur les missions qui avaient été ou qui sont assignées au MOOC. On parle de réussite étudiante, d'allègement du présentiel, donc c'est la fin des amphis, d'ouverture internationale et de sources de financement pour le supérieur. Quid aujourd'hui? Est-ce que ces promesses sont tenues? Est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas du tout? Demain, on va aborder ces sujets-là, Albert Claude. Je pense qu'on sera vraiment pleinement dedans. Juste un mot sur la transformation numérique des enseignants. Est-ce que nous avons joué un rôle favorable ou défavorable? C'est très difficile de te répondre, mais je pense que il faut répondre peut-être par des exemples. J'ai connu dans mon service, mon chef de service, qui lisait ses mails, qui avait son smartphone, etc. Et il me disait, tu crois que avec le numérique, tu vas changer quelque chose à l'enseignement de la chirurgie? Et je lui disais, cher collègue, oui, absolument, j'en suis convaincu. Et je pense qu'actuellement, beaucoup de nos chirurgiens sont formés avec des simulateurs dont on a parlé, par exemple à l'école de chirurgie virtuelle, qui est devenue une vraie réalité. Donc voilà, il y a ceux qui n'ont pas compris l'espace culturel nouveau qui est créé pour la pédagogie par le numérique. Ils ont compris pour leurs propres usages personnels qui sont dans un monde numérique. Et de plus en plus, on va le voir pour toutes sortes d'activités. Vous avez votre smartphone et vous avez vos applications qui vous disent si vous êtes déprimé, hypertendu, coronarien, prostatique, etc. Et donc, et les gens vont croire qu'ils ont un docteur dans leur smartphone. Et on prépare le 17 janvier, ceux qui s'intéressent à la santé connectée. Je présente à l'Académie de médecine une grande séance sur la santé connectée et le numérique et la relation à l'homme malade. Parce que c'est ça qui reste malgré tout l'alpha et l'oméga des médecins. Merci. On verra demain, donc tous ces sujets, il faut les traiter. Oui, alors j'en profite quand même pour rappeler 2 points. Il est toujours possible de tweeter au hashtag Stratnum, donc ça sera le cas demain pour prendre les questions. Il y aura un temps de débat, d'échange en fin de journée. Et puis de rappeler aussi que la journée de demain est également diffusée en direct grâce au travail des équipes de Canalu qui font un super boulot quand même. Voilà. Merci beaucoup. À demain matin.